Ce dimanche, il y a eu tentative de braquage et de prise en otage dans un domicile à Cocody. Bilan, un braqueur tué, 3 autres arrêtés. Le témoignage de notre reporter dans quelques instants. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, reçu hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, au menu des échanges, la coopération Côte d'Ivoire-ONU. Et le président américain Barack Obama, en visite en Afrique du Sud, s'est rendu au Cap aujourd'hui. Barack Obama a visité Robben Island, où Nelson Mandela a été emprisonné pendant 18 ans. Merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. Je vous le disais, il y a eu tentative de braquage et de prise en otage aujourd'hui dans la commune de Cocody. Un domicile a été la cible de braqueurs qui ont tenté pendant des heures de prendre en otage ses habitants. Le bilan fait état d'un mort côté braqueur et 3 autres arrêtés. Le témoignage de David Guedamobio. Tout a commencé aux environs de 12 heures. Les résidents du quartier Les Trois Cailloux dans la commune de Cocody étaient loin de penser, de s'imaginer même que ce dimanche, jour de prière, une famille qui venait il y a seulement 10 jours de s'installer dans le quartier allait recevoir la visite de braqueurs au nom desquels Diaby Kader. On était venu pour une opération. C'est quelle opération? Un braquage. Braquage. Il s'agissait de quoi exactement? Braquer qui? Bon, il y avait un certain collègue, Olivier, c'est lui qui nous a donné le terrain au niveau d'ici. Ça veut dire quoi? Vous donnez le terrain, ça veut dire quoi? Bon, c'est les gars qui ont l'argent, ils nous indiquent et puis nous en prend, nous donne pour lui. C'est aux environs de 12 heures que les éléments du commissaire Timité Vassiendou du 8e arrondissement de police de Cocody ont été informés de cette opération de braquage. Ils ont bénéficié de la collaboration du CCDO et de la police criminelle qui ont mis fin au projet de Yoboué Kwaku Kwame. Ce braquage, j'ai vu. Donc tu es venu faire un braquage? Non, je suis venu les accompagner, mais c'est comme si je suis venu les accompagner que je suis resté dedans. Tu ne savais pas que c'était un braquage? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je savais que c'est un braquage, je ne peux pas suivre quelqu'un avec les bras ballants. Il y a un des bandits qui est sorti, il a ouvert le feu sur un de nos éléments. Voilà, qui a pu extirper ça. Et c'est là que le retour a été fatal pour le bandit. Sachez que dans notre zone ici, au niveau de Cocody, on ne peut pas pardonner ces gens de trucs-là. On ne peut plus jamais accepter que des bandits fassent éruption chez nous ici. Les braqueurs de ce dimanche avaient tout un programme qui commençait par la Riviera Palmeraie. Nous étions à la Palmeraie, rue Ministre. Ouais, quand on nous a appelé qu'ils ont attaqué chez un capitaine là, nous sommes allés et ils avaient déjà le goûter, le capitaine et ses parents. Bon, ils étaient déjà sortis. Bon, on était allés tous et tout à l'heure. Étant au bureau, mes mamans m'ont appelé pour dire que les mêmes éléments qu'on tapait là tout à l'heure, c'est les mêmes individus qui sont venus braquer ici. Voici la voiture braquée qui a servi de véhicule d'opération, de braquage et de tentative de prise d'otage avec cet arsenal dont la puissance a été reconnue par la brigade anticriminelle et le CCDO qui ont quitté les lieux cet après-midi aux environs de 15 heures, permettant ainsi aux pompes funèbres de libérer les habitants du quartier Les Trois Cailloux de Cocody de ce corps qu'ils jugeaient encombrant. Ouf, de soulagement donc pour ces habitants de Trois Cailloux de la commune de Cocody. Et c'était un reportage signé David Guedamobio. Je vous conduis dans un autre décor, à la primature, où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies. La rencontre entre le chef du gouvernement ivoirien et l'ex-ministre français de la Santé a eu lieu hier. Herman Yamien pour nous en dire plus. Invité à la cérémonie de pose de la première pierre de l'hôpital mère-enfant, dénommé hôpital Dominique Ouattara de Benjerville, Philippe Douce-Blazy, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies, séjourne à Abidjan. Reçu en audience par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, l'ex-ministre français de la Santé d'y être venu apporter son soutien au gouvernement ivoirien dans ses efforts pour l'amélioration des conditions sanitaires des populations ivoiriennes. Nous avons inventé en 2006 avec le président Lula du Brésil et le président Chirac de France
une petite idée qui était de prendre 1 euro par billet d'avion et avec cet argent, traiter les malades du sida, de la tuberculose et du paludisme. C'est comme ça que nous avons inventé United. Nous avons pratiquement récolté près de 3 milliards de dollars et un des 15 pays qui fait partie d'United s'appelle la Côte d'Ivoire. Le 11 juillet prochain, United, via ce que l'on appelle le groupe Esther et aussi le Quai d'Orsay en France, United va financer des programmes de lutte contre le sida. La première dame de Côte d'Ivoire, reconnaissante aux partenaires de la Fondation Children of Africa, à ces bonnes volontés qui ont décidé d'apporter leur soutien pour la construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, Madame Dominique Ouattara a offert un dîner et c'était hier à l'Hôtel Ivoire, après la cérémonie de pose de la première pierre de cet hôpital. Mère-enfant était également ce dîner pour vous, Jérôme Kofi Abolin. Une des plus belles soirées de Children of Africa que celle de ce samedi 29 juin 2013 à l'Hôtel Ivoire. Belle en ce qu'elle constitue pour la présidente de cette fondation, Dominique Ouattara, l'occasion de dire merci à tous ceux qui la soutiennent dans son projet de construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville qui vient de voir ses travaux démarrer. Pour cette soirée si mémorable, la première dame de Côte d'Ivoire arrive aux environs de 20 h à l'Hôtel Ivoire. Dominique Ouattara, suivi 30 minutes après par le président de la République Alassane Ouattara, accueilli et par son épouse et par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ainsi que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori-Soro, arrivé peu avant le chef de l'État sur les lieux de la cérémonie. Un dîner de remerciements ou d'hommage en présence donc de plusieurs figures emblématiques, notamment la princesse Ira de Fürstenberg, marraine de la Fondation Children of Africa depuis sa création. Présence qui, point besoin de le souligner, rehausse cette soirée qui, aux yeux de la première dame de Côte d'Ivoire, représente quelque chose de bien merveilleux. Ce dîner me donne l'agréable occasion d'adresser mes compliments aux équipes médicales et techniques qui ont travaillé à la réalisation du projet. Ils ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences. Avec le démarrage de la construction, c'est un grand chantier qui s'ouvre à eux. Je voudrais leur adresser tous mes encouragements pour la réussite de ce projet d'envergure. La construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, un chantier estimé à plusieurs milliards de francs CFA, mais grâce au soutien des donateurs. Cela ne doit en aucun cas, si l'on en croit la première dame de Côte d'Ivoire, constituer d'entrave à la réalisation du projet. Chers grands donateurs, nationaux et internationaux, présents avec nous ce soir, je ne tarirai jamais de remerciements à votre endroit. Depuis le lancement du projet de construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, vous avez fait montre d'une générosité sans précédent face à notre ambitieux projet de construire un hôpital mère-enfant de référence. Vous avez immédiatement adhéré au projet en déployant un magnifique élan de générosité autour de cette noble cause. À ce jour, vos dons entièrement privés s'élèvent à 4 milliards 200 millions de francs CFA. Soit 75%, c'est un véritable exploit que vous avez réalisé et je voudrais vous dire du fond du cœur, merci. Notre tâche est loin d'être achevée, car il nous reste encore à mobiliser les 25% de la somme requise pour la construction de l'hôpital, soit 1 milliard 200 millions CFA avant fin 2014. C'est une somme importante, mais je sais que nous y arriverons grâce à Dieu. Cette soirée, aussi une belle occasion de faire des récompenses. Il s'agit, pour être précis, des distinctions remises par la grande chancelière Dagri Diabaté à 3 personnalités. La distinction de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire à la princesse Ira de Fürstenberg, celle d'officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire à Adou Benyé, architecte, ainsi que Agbo Honoré, lui en tant que chef du village d'Agamé-Bingerville où va être bâti l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Pour tout dire, un dîner dont rien ne fera défaut, surtout pour ce qui est de l'aspect festif, avec la présence d'artistes bien connus, entre autres Joël et le groupe Soteka.
les hôtels dans le district des Savanes ont été réquisitionnés. L'affluence est donc au rendez-vous et vous le comprenez donc bien. À moins de 48 heures de la visite du chef de l'État Alassane Ouattara, tous ces hôtels affichent complets dans presque toutes les villes, notamment à Korogo, nous dit Alvorassa. Le district des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire est une localité touristique avec ses montagnes, sa savane herbeuse, ses danses traditionnelles, les tisserands de Waranyeri. Et cela fait que cette région est régulièrement visitée par les touristes intérieurs et extérieurs. Pour accompagner ce tourisme, il y a les hôtels. À Korogo, il y a une quarantaine de modestes établissements hôteliers. En période de non-affluence, ils essaient de faire face aux visiteurs. Mais quand il y a des événements importants, comme la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, ces hôtels sont débordés et ce sont des calculs, des gymnastiques pour faire face à l'affluence. Actuellement, nous sommes débordés, mais nous faisons l'effort d'héberger en tout cas tous ceux qui se présenteront dans notre cité ici à Korogo. Pour ceux qui ne trouveront pas d'hôtel ici à Korogo, je pense que les familles sont déjà en place pour en tout cas les héberger avec des amis qui sont là. Pratiquement, nous sommes tous des Ivoiriens, il y a des logements un peu partout. Des hôtels sont réquisitionnés, des réservations sont annulées, même si cela est fait depuis des semaines. Pour dire que les hôtels, surtout les hôtels de marque, Korogo, capitale du district des Savanes, n'en a pas. Nous pensons qu'aujourd'hui, Korogo doit avoir un hôtel digne de ce nom. Donc nous lançons ce cri de cœur au cadre de la région des Savanes pour qu'ils investissent massivement dans l'hôtellerie, tout en créant des hôtels, en construisant des hôtels d'une capacité de plus de 100 chambres. Pour le développement que Korogo est en train de connaître, les investissements dans ce secteur d'activité sont plus que nécessaires. Et les cadres de Korogo ont décidé d'accompagner le programme présidentiel d'urgence dans l'éclairage du district des Savanes en mettant l'accent sur les villages. Et c'est le village de Fodonition qui a été choisi pour réaliser le projet pilote. Alvorassa reportage. Le programme présidentiel d'urgence à la faveur de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara a permis l'éclairage de plusieurs localités du district des Savanes à la grande satisfaction des populations. Aujourd'hui, avec la reprise des activités et l'arrivée du président, vraiment je constate que Korogo est énormément éclairé. Donc vraiment, moi ça me va droit au cœur. Il y a eu beaucoup de changements, surtout au niveau de l'électrification et au niveau du bitumage. Les cadres de la région du Poro ont décidé d'accompagner ce programme présidentiel d'urgence avec des projets d'électrification des villages avec l'énergie solaire, en commençant par le village de Fodonition, avec des opérateurs espagnols spécialistes en énergie solaire. Ce projet, il s'agit de l'électrification des villages, c'est-à-dire des campagnes à tous les villages de Côte d'Ivoire et puis éventuellement d'Afrique. Donc c'est ce projet que nous, avec le panneau solaire, que nous venons de réaliser. Puis le projet pilote, nous sommes venus monter tout cela et comme nous sommes au village, nous allons voir les résultats et en fonction de cela, je pense qu'avec l'expérience qu'il a, c'est concluant, on pourrait éventuellement le faire pour tous les villages. Après le village de Fodonition, un projet que va visiter le président de la République Alassane Ouattara de passage pour Mbengue, les cadres du Nord avec à leur tête Koulibaly Amadou et le député Abonibi entendent étendre ce projet dans plusieurs villages du district des Savanes. À Korogo, on la connaît et elle est adulée par les populations. Koulibaly Tene Nasugo est la doyenne d'âge de la famille Gon Koulibaly. Elle a environ 100 ans aujourd'hui. Koulibaly Tene Nasugo, malgré son âge avancé, ne veut pas se faire raconter la venue du président de la République dans le district de Savane. Elle veut faire partie des nombreuses personnes qui vont l'accueillir à son arrivée. Thomas Gessambi l'a rencontré pour vous. Ce dimanche, jour de relatif calme à Korogo. Il est question pour nous d'aller à la rencontre d'une personne spéciale au quartier Soba de la ville, Koulibaly Tene Nasugo. Fille aînée de Bema Koulibaly, lui, fils aîné du patriarche Peleforo Soro, au bon Koulibaly, charismatique chef de province de Korogo de 1894 à 1962. C'est dans sa chambre que Tene nous reçoit, assisté de ses propres enfants. Elle en a eu 7 au total. La vieille femme a officiellement 95 ans.
Elle serait née vers 1918, mais en réalité, elle pourrait en avoir plus. Fatigué par le poids des ans, Coulibaly Tenenansugo épouse Carmen, écoute, entend, comprend, mais répond difficilement. De ses chuchotements, elle confie à ses enfants qu'elle est contente de nous voir, mais bien plus d'apprendre la nouvelle de la visite du président Alassane Ouattara à Korogo. Le reste des commentaires est fait par Coulibaly Natogoman, fille aînée de la centenaire. Quand elle était petite, elle dit qu'elle vendait du sel, de village en village. Elle était avec sa grand-mère. Et quand elle revenait, c'est le courri. En ce moment, ce n'était pas de l'argent, c'est le courri qu'on prenait. Donc elle chargeait le courri. Elle dit que les courris sont plus lourds que le sel. C'est une femme très courageuse. Quand j'étais petit, je pensais qu'elle ne se fatiguait jamais. Elle se lève tous les jours à 4 heures. Toujours selon sa fille, Téné ajoute à son courage beaucoup de piété. À la Mecque aussi, en 90, vraiment, elle était valide. Mais même en 2005, on est allé dans un petit groupe de 25. Elle était la plus âgée. Tous les jeunes qui ont fait jusqu'à demain, quand ils me voient, est ta mère. À cette heure de grand chambardement de valeurs morales, la vie de Téné peut être source et repère, ajoute-t-elle. Elle était dure en éducation à ses propres enfants. C'est la tolérance, la paix avec les gens. L'âme chevillée au corps, Téné a encore beaucoup de jours devant elle. Du moins, c'est ce que souhaitent tous ceux qui la portent dans le cœur, de près comme de loin. Et je rappelle, c'est donc le mardi 2 juillet que le président de la République, Alassane Ouattara, va se rendre dans le district des Savanes pour sa visite d'État. Le groupe RTI a pris toutes les dispositions pour assurer la retransmission des différentes étapes de cette visite d'État. L'ancien directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire est rentré d'exil. Ernest Zabo a passé 2 années à l'étranger suite à la crise post-électorale. Il a décidé de regagner son pays, la Côte d'Ivoire, et de participer à sa reconstruction. Lassana Ouattara l'a rencontré à son arrivée à l'aéroport de Port-Boué. Après 2 années d'exil loin des siens et surtout de la terre natale, Ernest Dali Zabo, l'ancien directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, a décidé de regagner son pays. Je suis vraiment heureux de retrouver la Côte d'Ivoire, mon pays. J'ai saisi donc au bon l'appel qui a été lancé par le président de la République demandant à tout un chacun de rentrer pour se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. J'ai donc saisi au bon cette balle et j'ai décidé de rentrer. Et je voudrais donc profiter de votre micro pour dire tous mes remerciements et ma reconnaissance à Monsieur le Président. Et dire également toute ma reconnaissance et mes remerciements à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, grâce à qui donc j'ai pu rentrer à Abidjan dans de très bonnes conditions. Cadre de l'administration ivoirienne, il dit s'engager résolument dans le processus de réconciliation en cours. Et chacun à son niveau, modestement, devrait se mettre vraiment à la disposition de la réconciliation parce que nous n'avons pas le choix. Nous devons forcément aller à la paix, à la cohésion sociale, à la fraternité. Ce sont ces valeurs-là qui ont fait notre force, qui ont fait la force de la Côte d'Ivoire depuis toujours. Et je pense que nous devons nous investir, faire preuve de dépassement pour que nous puissions progressivement retrouver cette fraternité qui nous a quittés il y a un moment. Mais je pense qu'avec l'engagement de tous, on devrait pouvoir retrouver la Côte d'Ivoire qu'on a connue. Visiblement heureux de retrouver le pays et surtout avec l'appui des autorités ivoiriennes, notamment le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Ernest Dali Zabo a lancé un appel aux autres compatriotes exilés. Moi, je souhaite que chacun puisse effectivement s'engager dans cette démarche de retour parce que les Ivoiriens, ils aiment leur pays et ils ne se sentent pas heureux à l'extérieur. Ça, je peux vous le témoigner. Et je pense que tous, autant qu'ils sont, ils ont envie de rentrer. Je pense que s'il y a un appel à lancer, c'est que chacun s'investisse dans un esprit positif et de fraternité. On prend la direction de Grand Bassam où des journalistes viennent de suivre une formation organisée par l'Institut national de la statistique. La formation vise à outiller les journalistes sur le processus de recensement général de la population et de l'habitat. Ce recensement va démarrer en novembre prochain. La formation s'est soldée par la signature d'une charte entre les journalistes et l'INS. Francis Boifo pour le reportage. La réussite du 4e recensement général de la population et de l'habitat dépend en partie de la capacité des journalistes à bien informer l'ensemble des acteurs de l'opération. Les organisations des médias professionnels de Côte d'Ivoire le savent et elles en ont bien conscience. La plateforme de collaboration signée entre le groupement des éditeurs de presse, le syndicat national des agents de la presse privée,
L'Organisation des journalistes professionnels, l'Union nationale des journalistes et l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire et le comité technique de recensement engagent les journalistes à s'approprier le processus. Voici quelques missions à eux assignées. Privilégier l'information vraie relative au recensement général de la population et de l'habitat 2016. Faciliter l'adhésion populaire de toutes les personnes vivant sur le territoire national sans distinction de sexe, d'âge, de nationalité et de l'état de santé. Mettre en place une grille tarifaire préférentielle pour mieux accompagner les actions de sensibilisation. La plateforme de collaboration prévoit également la création d'un comité de veille entre les organisations des médias de Côte d'Ivoire et le comité technique. Le 4e recensement général de la population et de l'habitat démarre le 4 novembre prochain. Il concerne tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Fixé à 200 francs CFA le kilogramme de cajou en début de campagne aujourd'hui, le prix donc de la noix de cajou a baissé. Et bien, face à cette situation, la Fédération internationale pour la filière du cajou propose des mesures afin d'améliorer les prochaines campagnes agricoles. De 200 francs CFA minimum, le prix officiel du kilogramme de cajou varie à ce jour entre 50 et 75 francs selon les zones de production. Pour le secrétaire général de la file cajou, Fédération internationale pour la filière du cajou, une seule raison fonde le non-respect du prix de cajou par les acheteurs, la mauvaise qualité du produit. La campagne de cette année était très bien partie pour être une très bonne campagne. Malheureusement, les gens ont commencé à mélanger le stock restant de 2012 au stock de 2013. En clair, le producteur de cajou est son propre bourreau, puisque, espérant un prix meilleur, il retient son produit qui se détériore. Améliorer donc la campagne de cajou passe par la libération par le paysan du stock de produits restants. Nous demandons premièrement aux producteurs de libérer totalement le produit, quel que soit le prix. Et même si cela est à perte, cela va nous permettre de partir sur de nouvelles bases. Entre autres mesures pour améliorer le gain du paysan, la transformation locale de la production nationale de cajou, estimée à environ 500 000 tonnes l'an. Sur la question, la file cajou encourage l'engagement de l'État, une fois encore affiché, au 4e Forum des marchés émergents ce mois de juin à Abidjan. Les Libanais de Côte d'Ivoire, entre mythe et réalité? Pour la réponse à cette question, rendons-nous au grand rendez-vous du groupe de presse Fraternité Matin. Pour cette 8e édition, le groupe de presse Fratmat a invité le président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Le reportage de Léon Pro. L'opérateur économique libanais, un faux employeur, le corrupteur. Sur la question, l'invité des grands rendez-vous du groupe Fraternité Matin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire, est sans détour. C'est un préjugé que ferait prospérer certaines brebis galeuses, comme dans toute société. Son argument pour convaincre le poids de la communauté libanaise dans l'économie ivoirienne. Sur le plan économique, elle représente environ 40% de l'économie du pays. Elle représente plus de 4000 entreprises qui emploient plus que la fonction publique. Cette communauté existe dans tous les secteurs d'activité. Autre argument, la contribution des opérateurs économiques libanais aux recettes fiscales. Plus de 1000 milliards de francs CFA par an, dont 350 milliards d'impôts. Des exemples qui achèvent de convaincre sur le modèle libanais. C'est quand même une communauté qui réussit, il faut le reconnaître. Dans le monde des affaires en Côte d'Ivoire, ce sont les Libanais. Quand on parle d'industrialisation de la Côte d'Ivoire, ce sont les Libanais. Donc quelles sont les qualités que nous pouvons copier chez eux? Ce que je retiens, c'est que nous devrions peut-être apprendre une de leurs qualités, qui est qu'ils sont travailleurs. Ceci est d'autant plus important pour le directeur général du groupe Fraternité Matin que la vision d'une Côte d'Ivoire émergente ne peut se réaliser qu'en suivant des exemples de réussite. Les Libanais peuvent-ils contracter un mariage avec une personne d'une autre nationalité? La question a été posée pendant cette rencontre au président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. On reste avec Léon Pro. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire
expliquant l'enracinement de sa communauté dans la société ivoirienne. Dr Kouri Joseph indique que sur les 16 millions de personnes qui constituent la diaspora libanaise, environ 5 millions vivent en Côte d'Ivoire. Elles sont venues par vagues successives depuis la période précoloniale pour former l'actuelle plus forte communauté étrangère. En réponse aux reproches selon lesquels le Libanais de Côte d'Ivoire habiterait que les quartiers UP, l'invité de Fraternité Matin explique que sa communauté est présente sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, notamment dans les localités à forte potentialité pour faire prospérer ses activités. Sur la question du rare, voire impossible mariage de la Libanaise avec l'Ivoirien, Dr Kouri précise que ce n'est pas l'expression d'un racisme, mais plutôt les effets de la culture libanaise. C'est une question de tradition qui existe dans toutes les communautés. Il faut qu'ils se marient d'abord avec une parente ou bien une fille de son village. Et par la suite, ce n'est pas une fille de son village, de sa région. Il faut qu'ils soient, s'ils sont de nationalité chrétienne, il faut que ça soit chrétien. S'ils sont de nationalité musulmane, il faut que ça soit musulman. C'est une éducation qui date depuis longtemps, mais qui est en train de se modifier. L'espoir d'une forte imbrication entre Libanais et Ivoiriens est permis, surtout en ce qui concerne le mariage, avancent également chercheurs et amis bien introduits dans la civilisation libanaise. La Sicile va aider au développement de la pêche en Côte d'Ivoire. C'est le résultat de la visite de travail du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kwasi Adjoumani, en Italie. Il y était récemment. On fait le point avec Hugues Vibli. Dans la région autonome de Sicile, île où la pêche tient une place importante, le ministre des Ressources animales et halieutiques a passé un séjour rythmé par des visites de terrain. Ainsi visité le laboratoire zooprophylactique de Palerme, où l'on s'évertue à éviter toute transmission de maladies des animaux à l'homme. Également visité à Palerme les installations d'élevage en mer, avec des cages qui produisent par an chacune environ 100 tonnes de poissons. Cette visite est très importante au niveau du partenariat qui va s'établir entre la Sicile et la Côte d'Ivoire. On va mettre en place une importante collaboration au niveau économique mais aussi scientifique. La délégation conduite en Sicile par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani comprenait, outre des techniciens du ministère des Ressources animales et halieutiques, des parlementaires et des opérateurs économiques. Des entrepreneurs ont été également visités avant la rencontre avec le président de la Chambre de commerce de Trapani. Sujet principal de la science de travail, ici la coopération. Chez nous, nous produisons, mais nous avons des difficultés de conservation et nous sommes venus donc discuter pour voir dans le cadre du partenariat qu'est-ce que la Sicile peut faire pour la Côte d'Ivoire. On va organiser bientôt cette mission commerciale et institutionnelle en Côte d'Ivoire. On sera très honorés, très heureux d'aller visiter ce beau pays. À Mazara del Vallo, autre localité visitée, l'étape de la mairie sera un moment important du séjour de la délégation ivoirienne dans le district productif de la pêche de Sicile. Étape marquée par la signature d'une convention de coopération. La sécurité alimentaire et du travail, parce que c'est dans ce domaine que les districts voudraient aussi coopérer. Il y aura un très grand événement, une expo, une manifestation en octobre qui est financée par la région sicilienne en collaboration avec la Chambre de commerce et les districts et la maire de Mazara del Vallo. Deux entrepreneurs ivoiriens et deux entrepreneurs siciliens pourront se rencontrer pour faire des accords, Sylvain. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a passé 2 jours en Sicile. À ses côtés, l'ambassadeur Janine Tagliante Saracino. Avec elle, Kobena Kwasi Adjoumani souhaite avec la Sicile une coopération bilatérale dynamique dans le secteur de la pêche pour le développement de celui-ci en Côte d'Ivoire. Et l'ancien président tchadien, accusé de crimes contre l'humanité et exilé à Dakar depuis 1990, vient d'être placé en garde à vue. Sa garde à vue entre dans le cadre d'une enquête menée par le tribunal spécial en charge de ce dossier depuis février dernier.
Le président américain Barack Obama, en visite en Afrique du Sud, s'est rendu au Cap aujourd'hui. Un moment fort de la journée puisque Barack Obama a visité Robben Island où Nelson Mandela a été emprisonné pendant 18 ans. Et on termine par le sport. À un an du Mondial 2014, le Brésil et l'Espagne vont s'affronter pour la victoire dans la Coupe des Confédérations tout à l'heure lors d'une finale rêvée à Rio de Janeiro. Et ce match sera retransmis en direct sur les antennes de RTI 1. Voilà, et en raison de ce match, le journal de 23 h n'aura pas lieu. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne suite de programmes sur RTI 1. On se retrouve demain, 20 h.